Eh bien, bonjour. C'est le troisième cours et aujourd'hui, je voudrais réfléchir sur le poème en prose et accepter quelques essais précurseurs des petits romantiques dont le plus connu est Gaspard de la Nuit d'Aloysius Bertrand. C'est Baudelaire et Rimbaud qui ont fondé le poème en prose comme genre nouveau. J'ai dit dans mon premier cours que Rimbaud, tout en exprimant un hommage exceptionnel et une réserve non moins nette envers le Baudelaire des Fleurs du Mal, n'a jamais mentionné le Baudelaire, poète en prose, comme s'il l'ignorait. Et la confrontation du spleen de Paris et les illuminations ne révèle guère de filiation certaine. Les deux recueils inachevés l'un et l'autre devraient plutôt être considérés comme deux œuvres quasi contemporaines qui sont nées l'une et l'autre de la conscience aiguë des limites du poème régulier et qui ont ouvert une double voie à ce genre nouveau. Je retracerai d'abord la genèse et l'enjeu pour chacun des recueils, puis tenterai une lecture comparative de deux poèmes, Une mort héroïque de Baudelaire et Conte de Rimbaud. On ne peut pas dire qu'ils représentent ces deux poèmes. Chacun le recueil dont il le relève. Au contraire, l'un et l'autre sont plutôt uniques dans leur recueil. Mais ils traitent un thème similaire, celui du prince souffrant d'une profonde insatisfaction dans un cadre générique également similaire, le conte. De plus, marqués chacun par l'art spécifique de son auteur, ils éclairent en même temps les écritures contrastées des deux poètes en prose. La genèse des poèmes en prose de Baudelaire est connue à travers les éditions préoriginales de chaque poème et les mentions fréquentes par le poète de son recueil en projet dans les lettres adressées à ses éditeurs, à ses amis ou à sa mère. Les débuts de cette tentative sont marqués par une double caractéristique. D'une part, sur le plan formel, une tentative assez peu hardie, menée dans une conscience à la fois de proximité et d'écart par rapport au poème régulier. On en repère une première trace dans son essai du vin et du hashish de 1851, où il refondait en prose deux de ses poèmes de jeunesse, L'âme du vent et Le vent des chiffonniers. Alors, tout au début de L'âme du vent, c'est le premier quatrain. Un soir, l'âme du vent chantait dans les bouteilles. Homme, vers toi je pousse, ô chair déshéritée, c'est ma prison de verre, à mes cires vermeilles, un chant plein de lumière et de fraternité. Alors là, il refondait en prose. Il me semble parfois que j'entends dire au vent, il parle avec son âme, avec cette voix des esprits qui n'est entendue que des esprits. Homme, mon bien-aimé, je veux pousser vers toi en dépit de ma prison de verre et mes vellus de liège. Un chant plein de fraternité, un chant plein de joie, de lumière, d'espérance, etc. Ça, c'est un premier essai. Puis, fin 1853 et début 1954,
pour un recueil collectif, Fontainebleau, Baudelaire envoie ses deux premiers poèmes en prose, Le crépuscule du soir et La solitude, avec les deux crépuscules, un vers, soit le soir et le matin, qui deviendront dans Les fleurs du mal, le crépuscule du soir et le crépuscule du matin. 2 ans plus tard, 2 inédits publiés dans Le Présent, c'est une revue hebdomadaire, La chevelure, le futur en hémisphère dans une chevelure, et L'invitation au voyage sont chacun le doublet du poème en vers portant le même titre. D'ailleurs, les 2 poèmes en prose composés pour Fontainebleau étaient divisés tous les 2 en paragraphes de longueur quasi égale, à la manière de strophes du poème régulier, comme c'était le cas dans Gaspard de la Nuit. Dans ses premiers essais, Baudelaire lui-même n'échappait pas à l'idée que le poème en prose est secondaire, inférieur au poème régulier. D'autre part, le parti pris d'une poésie urbaine aux dépens de l'éloge de la nature ou de la campagne est net. Lors de sa contribution au recueil collectif, Baudelaire, incapable de répondre à la demande du responsable, accompagne son envoi de la lettre suivante en forme d'excuse. Mon cher Desnoyers, vous me demandez des vers pour votre petit volume, des vers sur la nature, n'est-ce pas? Sur les bois, sur les grands chênes, la verdure, les insectes, le soleil sans doute, mais vous savez bien que je suis incapable de m'attendrir sur les végétaux. Que mon âme est rebelle à cette singulière religion nouvelle qui aura toujours, pour tout être spirituel, je ne sais quoi de shocking. Je ne croirai jamais que l'âme des dieux habite dans les plantes. J'ai même toujours pensé qu'il y avait dans la nature florissante et rajeunie quelque chose d'impudent et d'affligeant. L'attachement au monde urbain du poète en prose s'affirme davantage dans la publication suivante. En 1861, 3 poèmes inédits furent publiés sous le titre général « Poèmes en prose », Les foules, les veuves et le vieux saltimbanque, constituant le noyau de la poésie urbaine. Des choses parisiennes, comme il dit. Baudelaire songe bientôt à d'autres titres possibles pour son futur recueil, comme Le promeneur solitaire, à la manière de Rousseau, ou Le rôdeur parisien. Le titre du recueil flottera entre plusieurs autres possibilités, comme Petit poème en prose, à partir de 62, Le Spleen Paris, à partir de 64, ou Petit poème lycanthrope, ça vient de Petrus Pollel, en 66. De ces 2 caractères, la première, le modèle du poème régulier, disparaît bientôt, alors que la seconde, l'inspiration urbaine, s'affirme de plus en plus. C'est après la publication massive en 3 feuilletons en 1862 dans la presse que le poète se rend compte des ressources inédites dont dispose son genre nouveau. Désormais, le poème en prose n'est plus, pour Baudelaire, le doublet, ni le doublet, ni le succédané du poème régulier. Il devient la forme nouvelle privilégiée grâce à laquelle le poète est capable de ce qu'il ne savait pas faire dans la forme régulière. Quelle possibilité le poème en prose lui a-t-il ouverte? Celle d'une écriture poétique
dériverait de la prosodie du vers. Le vers a pour fonction essentielle de sublimer, de neutraliser le négatif dans sa musique. La forme et le thème sont étroitement liés. Dans le spleen de Paris, grouillent les fous, les mendiants, les vieillards de l'après, les pauvres, les historiens. Ils ne sont guère l'objet d'une compassion pure et simple, bien que Baudelaire célèbre dans les foules cette sainte prostitution de l'âme qui se donne tout entière, poésie et charité, à l'imprévu qui se montre, à l'inconnu qui passe. Ils sont là pour incarner des singularités universelles de l'homme et plus souvent pour être le miroir de cette part de l'homme dont lui-même n'est pas conscient. Même dans les cas où la compassion s'exprime, c'est le plus souvent pour être récupérée au profit du narrateur observateur. C'est un plaisir qu'il tire de sa sympathie pour les malheureux, une charité prédatrice. Les fenêtres, le poème Fenêtres en est la plus belle caricature. Le Baudelaire du spleen de Paris poursuit une poésie où se rencontrent amour et mépris, compassion et cruauté, admiration et sarcasme. Certes, déjà dans Les fleurs du mal, l'amour n'est plus serein, il est mouvementé, plein d'ironie et de rancœur. Mais toujours, la prosodie du vers finit par esthétiser le conflit, par diluer l'amertume dans sa musique. Ce n'est pas le cas du poème en prose. Une telle sublimation lui est étrangère. Soit toujours poète, même en prose. Baudelaire, qui écrit ceci dans Hygiène, cherchait une modalité d'expression qui n'a pas besoin de se moduler sur le vers. C'est dans ces toutes dernières années qu'il l'a trouvé. De 1863 à 1866, jusqu'à sa chute due à une attaque cérébrale à Namur, il redit maintes fois dans sa correspondance que le spleen de Paris doit faire pendant aux fleurs du mal. Ce pendant ne signifie pas l'équivalent, mais plutôt la contrepartie, la négation même des fleurs du mal concernant la modalité d'expression. Du plus bref, comme le miroir, comme le port, au plus développé, comme l'évocation, portrait de maîtresse, Mademoiselle Bisturi ou Une mort héroïque, dans de nombreux genres, comme contes de fées, contes sataniques, comme les tentations, le jeu généreux, paraboles, apologues, prières, etc. Le poème en prose baudelairien a ouvert un champ hautement moderne, vaste et divers. Alors, Une mort héroïque devrait être lu dans cette perspective. Il est l'un des poèmes les plus longs et les plus narratifs avec les vocations, l'accord de Mademoiselle Bisturi. Certes, il partage certains traits communs au poème en prose baudelairien, mais il ne décrit pas de femmes déconcertantes, ni n'affiche pas de morale désagréable. Écrit dans un ton prosaïque et raisonneur et construit selon plusieurs phases critiques avec une stratégie narrative originale, il s'agit presque d'une nouvelle. Donc, je viens de présenter un caractère général du spleen de Paris, mais le choix d'une mort héroïque n'est pas tout à fait pour illustrer ce caractère général. C'est plutôt pour croiser
ce poème de Baudelaire avec Conte de Rimbaud. Alors, à propos de la nouvelle, Baudelaire écrivait en 1857 dans les notes nouvelles sur Edgar Poe, il est un point par lequel la nouvelle a une supériorité même sur le poème. Le rythme est nécessaire au développement de l'idée de beauté, qui est le but le plus grand et le plus noble du poème. Or, les artifices du rythme sont un obstacle insurmontable à ce développement minutieux de pensée et d'expression qui a pour objet la vérité. Une mort héroïque répond parfaitement à ces conditions d'une nouvelle. Il se déroule non pas dans le Paris du Second Empire, mais dans un petit État ancien, certes étranger aux innombrables rapports qui se croisent dans les grandes villes. Ce poème n'en présente pas moins des questions typiquement baudelairiennes, l'esthète face à la nuit, l'art et le pouvoir, les limites de la connaissance. Alors maintenant, nous entrons dans le poème. Voici les deux premiers alinéas d'une mort héroïque. Fanciul était un admirable bouffon et presque un des amis du prince. Mais pour les personnes vouées par état au comique, les choses sérieuses ont de fatales attractions, et bien qu'il puisse paraître bizarre que les idées de patrie, de liberté, s'emparent despotiquement du cerveau d'un historien, un jeu fanciul entra dans une conspiration formée par quelques gentilshommes mécontents. Il existe pourtant partout des hommes de bien pour dénoncer au pouvoir ces individus d'humeur atrabilaire qui veulent déposer les princes et opérer sans la consulter le déménagement d'une société. Les seigneurs en question furent arrêtés, ainsi que Fanciul, et voués à une mort certaine. Une mort héroïque a été publiée assez tardivement, en 1863. Conte cruel, il est finement construit à la manière d'une histoire extraordinaire d'Edgar Poe, avec comme protagoniste le prince et son bouffon Fanciul. Ce nom signifie en italien « enfant ». Un jour, Fanciul donc trempe dans un complot tramé par les gentilshommes mécontents, découvert d'avance par les dénonciateurs, le complot échu. Les conspirateurs sont tous condamnés à mort. Cependant, un signe de clémence ou de vengeance, le prince accorde à Fanciul l'occasion de jouer devant toute la cour l'un de ses rôles principaux. Le comédien joue si merveilleusement que l'assistance enthousiasmée finit par oublier son sort. Mais à un moment, un coup de sifflet aigu traverse l'espace du théâtre, émis par un page sur l'ordre du prince. Interrompu dans son meilleur moment, Fanciul tombe, raide mort. Voilà le résumé. Nous assistons à un drame psychologique très tendu entre le souverain et son bouffon favori, dans lequel le rapport ambivalent, faveur-haine, se transforme en une relation trahison-vengeance. Derrière les deux protagonistes, il y a un troisième personnage qui est le narrateur. Il se situe à l'intérieur du récit. Sa présence manque de naturel, mais elle permet au lecteur de suivre de minute en minute l'art sublime dont Fanciul fait montre au bord de la mort et l'expression changeante du prince spectateur dans l'atmosphère d'une fête solennelle. L'auteur Baudelaire est présent en chacun d'eux
On a déjà signalé l'affinité de ce conte écrit dans le style d'Edgar Poe avec certaines de ses nouvelles, notamment avec Hop-Frog, où le bouffon éponyme, nain et boiteux, s'oppose vivement au roi et finit par le brûler avec ses ministres méchants. Ou alors avec le masque de la mort rouge, petit roman gothique dans lequel d'épidémie incarnée dans la figure de la mort rouge finit par exterminer le prince Prospero, ses chevaliers et ses dames enfermés dans une abbaye et fortifiés en abandonnant les populations. Comme éventuelle source, on peut penser à Lucan, poète latin victime de Néron, jaloux de lui, à qui Baudelaire s'intéressait dans une des listes de poèmes en prose. Baudelaire a noté les derniers chants de Lucan. Il y a une allusion à Lucan dans le désir de peindre. Sur le thème du bouffon chargé de divertir le roi tourmenté par la nuit, nous pouvons surtout évoquer le troisième spleen. Je suis comme le roi d'un pays pluvieux, où se rencontrent ces deux vers, du bouffon favori, la grotesque balade ne distrait plus le front de ce cruel malade. Afin de sonder ce que signifie donc, cet apologue, examinons maintenant les trois personnages. Tout comme le comédien est attiré par le politique, par l'idée du déménagement d'une société, le prince est attiré par l'art et tout ce qui est beau. Leur état et leur intérêt se croisent obliquement. Les deux personnages sont l'un pour l'autre, son alter ego. La figure du prince est complexe. Il est souverain, mais son territoire est limité, sa cour petite et ses ressources restreintes. Surtout, il est lui-même artiste et son excessive sensibilité le rend souvent plus cruel et plus despote que ses pareils, dit Baudelaire. Cette dernière mention annonce le sort de Fanciulle. Tout s'organise autour du plaisir d'esthète du prince. Même son devoir de souverain vis-à-vis du peuple est soumis à son principe de plaisir. De la part d'un homme, dit Baudelaire, aussi naturellement et volontairement excentrique, tout était possible, même la vertu, même la clémence, surtout s'il avait pu espérer y trouver des plaisirs inattendus. Cette façon ironique de décrire le prince quand même touche à l'essentiel de son caractère. Voici donc l'essentiel de son portrait. Amoureux passionné des beaux-arts, excellent connaisseur d'ailleurs, il était vraiment insatiable de volupté, assez indifférent relativement aux hommes et à la morale, véritable artiste lui-même. Il ne connaissait l'ennemi dangereux que l'ennui et les efforts bizarres qu'il faisait pour fuir ou pour vaincre ce tyran du monde lui aurait certainement attiré de la part d'un historien sévère l'étiquette de monstre. S'il avait été permis dans ces domaines d'écrire quoi que ce fût qui ne tendit pas uniquement au plaisir ou à l'étonnement qui est une des formes les plus délicates du plaisir. Le prince est avant tout un voluptueux. Le seul ennemi qu'il redoute est la nuit. Et vous vous souvenez du poème liminaire des Fleurs du Mal, où la nuit
il était mentionné comme un monstre délicat, habitant l'âme humaine, plus laid, plus méchant et plus immonde que les autres. Ici qualifié lui-même le monstre, le prince est un monstre né du monstre. Il est bien un homme baudelairien. La seconde moitié de ce poème, de ce long poème, est consacrée à la présentation de Fanciulle dans cette occasion solennelle, à son art qui va en culminant, ainsi qu'à la réaction du prince entouré de sa cour, explosant de joie et d'admiration. Ce qui est particulièrement significatif, c'est qu'à mesure de l'envoûtement du public par l'art du comédien, la pâleur augmente sur le visage du prince. C'est bien entendu, comme le devine le narrateur qui observe la manifestation de la jalousie et de la rancune de celui qui se sent vaincu dans son pouvoir de despote. Voici le passage en question. Je contemplais le visage du prince sur lequel une pâleur nouvelle s'ajoutait sans cesse à sa pâleur habituelle. Comme la neige s'ajoute à la neige, ses lèvres se resserraient de plus en plus et ses yeux s'éclairaient d'un feu intérieur sensible, semblable à celui de la jalousie et de la rancune. Mais l'accentuation de la pâleur du prince par l'image de la neige qui s'épaissit fait penser, comme on l'a déjà remarqué, au maquillage de clown, au moment où Fanciulle exerce sa toute-puissance domination, c'est l'expression de Baudelaire, toute puissante domination sur les spectateurs. Dans l'apothéose théâtrale se renverse à la fois l'apparence et le rapport de puissance. Le comédien se fait valoir souverainement alors que le prince, trompé dans sa prévision, se sent humilié, devient un piteux clown. Tout aussi intéressant est ce que joue Fanciulle. Le narrateur dit « L'étrange buffon qui bouffonnait si bien la mort ». Dans sa pantomime allégorique, Fanciulle, condamné à mort, cesse de railler de la mort, la défier par sa plaisanterie. Et cette notation « bouffonner si bien la mort » me fait penser, entre parenthèses, à une phrase de Rimbaud dans Une saison en enfer, dans le prologue, « Et j'ai joué de bon tour à la folie ». L'esprit est analogue. Ce qui semblait une double conquête de la mort dans le théâtre comme dans la réalité se révèle aussitôt une illusion, car le coup de sifflet aigu du page va sans doute au-delà du calcul du prince et finit par lui couper la vie comme un glaive. C'est l'expression même de Baudelaire, le sifflet rapide comme un glaive. Fanciulle, secoué et réveillé dans son rêve, ferma d'abord les yeux, puis les rouvrit presque aussitôt, démesurément agrandi, ouvrit ensuite la bouche comme pour respirer convulsivement, chancela un peu avant, un peu en avant, en arrière, et puis tomba roi de mort sur les planches. Le prince voulait sans doute simplement perturber le jeu de Fanciulle, s'amuser de voir son comédien en plein désarroi. C'est ce que devine le narrateur. Si c'est le cas, il s'est trompé là aussi dans ses prévisions. Cette scène de la mort subite du comédien, chaque fois que je le relis, me fait penser aux gestes hyperboliquement stylisés des acteurs du théâtre kabuki. On peut considérer
que Franciul a joué sa propre mort, qu'il en a improvisé un spectacle qu'en mourant théâtralement, il a refusé de se traîner dans des maladresses, a déjoué l'intention du prince et que c'est là son ultime revanche. C'est une lecture subjective. Toutes ces ruses tacites qui s'exercent entre le prince et le comédien sont rapportées par le narrateur. Tout ce qui nous vient passe par son œil, son esprit, sa parole. Il est d'abord un témoin attentif et un analyste pénétrant de la psychologie humaine. Aux étapes majeures du récit, il formule son opinion avec présomption, mais aussi avec le sens de ses limites. Voici le passage où le narrateur réfléchit sur le motif qui a incité le prince à accorder à son bouffon l'occasion d'un grand spectacle où il brillerait. Mais pour ceux qui, comme moi, avaient pu pénétrer plus avant dans les profondeurs de cette âme curieuse et malade, il était infiniment plus probable que le prince voulait juger de la valeur des talents scéniques d'un homme condamné à mort. Il voulait profiter de l'occasion pour faire une expérience physiologique d'un intérêt capital et vérifier jusqu'à quel point les facultés habituelles d'un artiste pouvaient être altérées ou modifiées par la situation extraordinaire où il se trouvait. Au-delà, existait-il dans son âme une intention plus ou moins arrêtée de clémence? C'est un point qui n'a jamais pu être éclairci. Mais s'il insiste ainsi sur les points difficiles à éclaircir, c'est pour raviver la curiosité et orienter le raisonnement du lecteur ou de l'auditeur. Un conte est quelque chose à raconter ou à écouter avant d'être à écrire et à lire. Le narrateur baudelairien du conte, comme d'ailleurs le narrateur rambardien, on le verra, sait parfaitement que l'impact d'un conte consiste autant dans la façon de le conter que dans son contenu. D'où cette notation volontairement subjective qui n'a pour fonction que de stimuler l'intérêt du lecteur ou de l'auditeur pour ce qu'il va écouter ou lire. Ma plume tremble et des larmes d'une émotion toujours présente me montent aux yeux pendant que je cherche à vous décrire cette inoubliable soirée. Ou encore ce passage où le narrateur essaye d'appréhender le vrai sentiment du prince sur l'apparence des applaudissements au diapason de toute la cour, en mêlant affirmation et interrogation et en assumant les incertitudes du lecteur, de l'auditeur, comme les siennes propres. Il accompagne les questions qu'on se pose au fil de la lecture ou de l'écoute. Le prince lui-même, enivré, mêla ses applaudissements à ceux de sa cour. Cependant, pour un œil clairvoyant, son ivresse à lui n'était pas sans mélange. Se sentait-il vaincu dans son pouvoir de despote, humilié dans son art de terrifier les cœurs et d'engourdir des esprits, frustré de ses espérances et baffé dans ses prévisions? De telles suppositions non exactement justifiées, mais non absolument injustifiables, traversèrent mon esprit pendant que je contemplais le visage du prince. Parlant de lui-même, le narrateur dit « pour un œil clairvoyant » et il disait auparavant « pour ceux qui, comme moi, avaient pu pénétrer plus avant dans les profondeurs de cette âme curieuse et malade ». Sa définition de soi, marquée d'un certain élitisme, a pour effet de garantir la pertinence de ses commentaires à chaque
étape majeure du récit. Ce côté observateur froid et perspicace est complété par l'émotivité dont il fait preuve dans le passage que j'ai cité il y a un instant. Abstraction faite de la question qui peut se poser: témoin de cette histoire cruelle, comment a-t-il pu transmettre jusqu'à nous ce qu'il a vu et senti? Comme il est éloquent et comme il est généreux, apparemment il dit tout ce qu'il sait sans réticence, en distinguant faits et conjectures, en se montrant constamment équilibré. Tout cela relève d'une stratégie narrative du narrateur et de Baudelaire. Alors, mais cette stratégie est très différente de celle de Rimbaud. Alors maintenant, je vais passer à Rimbaud. On sait que l'activité poétique de Rimbaud va en gros de 1870 à 1974. Dans son évolution rapide et sans retour, se repèrent 4 tons, donc poésie, poème régulier, et 70, 71, dernier vers, et Une saison en enfer, 73, les illuminations. Contrairement au Spleen de Paris, dont on peut reconstruire la genèse dans une large mesure et suivre l'évolution d'un projet avec la difficulté que le poète ne cesse de ressentir à travers les publications préoriginales, les lettres adressées aux éditeurs, à ses amis et à sa mère. Sur les illuminations, on a bien peu d'informations et de certitudes. On ne sait pas de quand, de quelle date exactement leur composition. La mention par le poète de sa propre œuvre, un chantier, l'explication de la conception générale ou de quelques détails abondent chez Baudelaire, à commencer par la préface dédicace à Arsène Housset. Le Rimbaud des Illuminations est tout différent. Même sur le titre du recueil, on n'a que des témoignages de Verlaine qui oscillent eux-mêmes entre les illuminations avec article défini ou illumination sans article. Il fournit une explication selon laquelle le mot est une glose anglaise, les illuminations, qui signifie painted plates ou colored plates. Donc, poète d'abord régulier d'inspiration hugolienne au départ, puis s'approchant en goût des poètes parnassiens, Banville en particulier, Rimbaud s'en écarte bientôt en les parodiant. Ensuite, il pratique des vers irréguliers, avec les derniers vers, souvent de pied impair, avec rime, assonance peu rigoureuse, tout cela étant propice à une expression simple et naïve. Et en ce qui concerne les illuminations, jusqu'au milieu du XXe siècle, les illuminations étaient considérées comme antérieures à Une saison en enfer. Et celui-ci, Une saison en enfer, comme le chant du cygne du poète Rimbaud. Comme si Verlaine, qui témoignait toujours comme date de 73-65, s'était trompé ou avait déformé les faits. Publiée en 1949, la thèse d'Henri de Buyano de la Costa a révélé, grâce à sa méthode graphologique, que la plupart des manuscrits des Illuminations datent du printemps 1874.
mais il ne tenait pas alors compte du fait qu'il s'agissait là de la copie de poèmes et que leur composition devait remonter plus ou moins dans le passé. Depuis la révision, des excès comme des manques de la thèse de Bugnano de la Coste et une nouvelle mise au point par André Guyot, ici présent. Aujourd'hui, le consensus aujourd'hui est que la composition des illuminations s'étend d'une façon discontinue vers l'avant comme vers l'après une saison d'enfer, qui porte une date, avril-août 1873. Donc les illuminations probablement entre 72 et 74. S'il en est ainsi, une partie des illuminations ont dû être écrites avant une saison d'enfer. Or, il n'y a aucune référence aux illuminations dans Archimie du Verbe. Partie médiane importante d'une saison d'enfer, Archimie du Verbe, sorte d'autobiographie fictionnelle de poète, où Rimbaud retrace le cheminement psychophysique du poète sous le signe de la folie, avec l'insection de certains de ses derniers vers de l'année précédente. Quand le narrateur d'une saison d'enfer évoque pour la dernière fois dans Adieu les produits somptueux de son imagination, on peut certes songer à un certain poème des Illuminations comme Fêtes d'hiver, Bing Butius, Fleurs, mais on peut tout aussi bien penser à des poèmes en vers, ce qu'on dit au poète à propos de Fleurs, Le Watteau ivre ou Voyelle. Les liens avec les Illuminations restent indécis. Ainsi, les Illuminations ne sont pas mentionnées dans le bilan ni le dernier rappel. C'est peut-être parce que ces poèmes en prose étaient situés en dehors de l'évolution telle que la conçoit Rimbaud lui-même, qui va du vers régulier au vers irrégulier pour aboutir à une autobiographie autobiographie en prose qui inclut les avatars de celui-ci. Alors, maintenant, nous entrons dans la lecture de contes. Je vous montre tout le texte entier. C'est un peu long à lire, mais peut-être qu'il vaudrait mieux lire. Un prince était vexé de ne s'être employé jamais qu'à la perfection des générosités vulgaires. Il prévoyait d'étonnantes révolutions de l'amour et soupçonnait ces femmes de pouvoir mieux que cette complaisance agrémentée de ciel et de luxe. Il voulait voir la vérité, l'heure du désir et de la satisfaction essentielle. Que ce fût ou non une aberration de piété, il voulut. Il possédait au moins un assez large pouvoir humain. Toutes les femmes qui l'avaient connu furent assassinées. Quel saccage du jardin de la beauté. Sur le sable et le venir, il n'en commanda point de nouvelles, les femmes réapparurent. Il tua tous ceux qui le suivaient après la chasse et les libations. Tous le suivaient. Il s'amusa à éroger les bêtes de luxe, il fit flamber les palais, il se ruait sur les gens et les taillait en pièces. La foule, les toits d'ôle, les belles bêtes existaient encore. Peut-on s'extasier dans la destruction, se rajeunir par la cruauté? Le peuple ne murmura pas, personne n'offrit le concours de ses vues. Un soir, il galopait fièrement. Un génie apparut d'une beauté ineffable, inavouable même, de sa physionomie et de son maintien ressortait la promesse d'un amour multiple et complexe, d'un bonheur
indicible, insupportable même. Le prince et le génie s'anéantirent probablement dans la santé essentielle. Comment n'auraient-ils pas pu en mourir ensemble? Donc, ils moururent. Mais ce prince décéda dans son palais à un âge ordinaire. Le prince était le génie était le prince. La musique savante manque à notre désir. Troisième pièce, après le déluge et enfance, conte porte pour titre le nom générique dont il relève, comme pour diriger la lecture. Conte est un conte, doit être lu comme tel. En effet, ce poème en prose est un récit raconté à la manière d'un conte ancien, avec un incipit à l'imparfait, un prince était vexé, variation d'il était une fois, des personnages, prince génie, des lieux comme le palais, la forêt, des éléments surnaturels, ce qui a été détruit ressuscite tout de suite, voire le ton si caractéristique, le ton oral caractéristique du conte est constitutif de sa stratégie narrative pour raviver la curiosité des auditeurs. Enfin, la closure simulant la morale, un pseudo-alexandrin, le narrateur de conte n'exploite pas moins que celui d'une mort héroïque ses ressources narratives. Sa stratégie narrative a plusieurs aspects. Rimbaud insère des exclamations pour exciter de l'étonnement. Quel saccage du jardin de la beauté! Peut-on s'extasier dans la destruction, se rajeunir par la cruauté? Il aimait aussi en parallèle la promesse d'un amour multiple et complexe, d'un bonheur indicible, insupportable même. Il recourt à l'interrogation rhétorique pour stimuler un enchaînement logique, substituer un enchaînement logique à l'enchaînement chronologique. Comment n'aurait-il pas pu en mourir? Ensemble donc, ils moururent. Le poème est composé de 8 alinéas et de 4 parties, avec pour moyen avec pour noyau la rencontre de génie dans l'alinéa 6. La première partie, alinéa 1 à 5, raconte la vie de tous les jours d'un prince tourmenté. L'alinéa 6, la brève rencontre vertigineuse d'un génie et leur anéantissement uni. L'alinéa 7, l'avant-dernier, le décès du prince. Enfin, le 8e et dernier prétend dégager la leçon de l'histoire. Ces 4 étapes dessinent une diminution quantitative spectaculaire. Le nombre de lignes que chacune d'elles occupe sur le manuscrit autographe est 22, 8, 3, 1. L'augmentation du mystère est en proportion avec l'économie de mots. C'est là la tendance au laconisme. À la différence du prince baudelairien, pour qui même la vertu, même la clémence ne sont que des moyens de trouver des plaisirs inattendus, le prince rambardien s'est abandonné quand même à la pratique des générosités vulgaires, comme le font tous les bons souverains. Mais une grave frustration le ronge. Il tente de la surmonter, de se surmonter, en détruisant tout ce qui l'entoure, ses femmes, ses suites, ses animaux d'appartement, ses palais, à la manière de quelques fameux tyrans comme Néron, Gilles de Ré, ou Barbe Bleue, Vathek dans la littérature. Est-ce parce qu'il croit que le monde objectif fait obstacle à la réalisation du désir et de la satisfaction essentielle, et qu'en le détruisant, il y réussira?
Ces destructions sont autant d'autodestructions puisque les victimes lui appartiennent toutes. Et qu'en les détruisant, il se détruit lui-même. Elles sont vaines. Les victimes ne cessent de ressurgir et leur réapparition immédiate, presque mécanique, contrarie, on ne peut mieux sa volonté. Pas de révolte contre lui, mais pas de concours non plus. Il est solitaire dans sa fureur. Ainsi, la violence qu'exerce le prince revêt-elle une nature cauchemaresque, accusant son aveuglement sur l'inadéquation des moyens au but. Le désir et la satisfaction essentielle ne peuvent pas être réalisés par la destruction du monde objectif. Ça, c'est la première partie. Un soir, en tête de l'alinéa 6, marque une rupture. Le prince sort du cours du ton quotidien de Séverin, vexé dans sa fonction. Le génie advient comme une révélation salvatrice. Leur rencontre se passe dans une atmosphère d'enchantement érotique. La beauté du génie, comme le bonheur qui le promet, appelle une série d'adjectifs au préfixe négatif un, équivalent au superlatif. Or, sa beauté ineffable, qui est aussi inavable, comme sa promesse d'un bonheur indicible, qui serait aussi insupportable, colore le superlatif d'excès et de transgression. L'anéantissement des deux personnages dans une santé essentielle est ambigu. C'est bien une mort, mais laquelle? L'expression laisse la lecture en suspens entre la mort effective et l'exaltation érotique. S'agit-il d'une fusion d'amour homosexuelle où serait abolie la conscience de soi chez les deux partenaires à une fusion totale, ou d'une allégorie de la découverte d'un autre moi, comme dit Rimbaud, je et un autre, plus libéré et plus plein, mais éphémère. Le narrateur réserve l'explication, contrairement au narrateur baudelairien qui explique tout. Les exégètes se divisent. À propos de l'événement central du récit qui est l'anéantissement, le narrateur n'explique pas de quoi il s'agit. Se garde même d'assurer le fait, le prince et le génie s'anéantirent probablement. Il n'achève pas la responsabilité. Le narrateur joue sur l'idée de mort, car il dit dans l'alinéa 7 la mort physique du prince par le verbe neutre administratif décédé. Le prince a donc vécu deux morts, métaphoriques et littérales. À cette double mort correspond ces deux vies. D'un côté, la vie de Séverin occupé de son règne, suivant le principe de la loyauté réciproque, comme les sujets ont l'obligation d'être loyaux au souverain, celui-ci doit l'être à leur égard. Georges Bataille, dans son ouvrage important, La souveraineté, dans une perspective historique, dit « La royauté fut en même mouvement la splendeur et l'enlisement ». Le mot « l'enlisement » est très significatif. Cette vie de souverain soumis à sa fonction, a dû recommencer dès le lendemain de la séparation avec le génie, pour durer peut-être des dizaines d'années encore jusqu'à son décès dans son palais à un âge ordinaire. Entre ces deux longues périodes de routine fastidieuse et intercarrée, l'autre vie, la vie éclair, d'un soir, pleine d'une puissance érotique et émotive, où le prince s'est revitalisé.
la consécution de deux courtes phrases échangeant entre elles le sujet et l'attribut. Le prince était le génie était le prince, et l'évocation dans un rythme de refrain folklorique du soir légendaire qui resta un moment exceptionnel dans l'existence du prince. La closure succincte, la musique savante manque à notre désir, présente une morale qui apparemment s'accorde avec le contenu du récit, mais finit en fait par approfondir son énigme. De la musique savante, deux interprétations sont possibles, soit la parole poétique appropriée à exprimer le désir que le narrateur n'arrive pas à trouver puisque la beauté demeure ineffable, le bonheur indicible. Deux, la mention d'un manque, soit la durée harmonieuse, immanente au désir, indépendamment de son expression. Le thème central du récit étant le désir, même du prince, qui n'a vu son accomplissement qu'une fois et brièvement, non son expression difficilement appropriée. La seconde interprétation paraît préférable. De plus, la closure généralise l'histoire du désir d'un prince en celle de l'être humain, notre désir, geste typique de la fin du conte. Cela dit, le récit est marqué par un vocabulaire abstrait qui correspond à la nature métaphysique du désir et qui est étranger au conte en général. Ainsi, malgré des emprunts systématiques, titres, cadres, éléments, se maintient tout au long du poème un écart entre conte, ce poème, et le conte comme genre, vient le rendre définitive la closure qui épaissit le mystère tout en simulant une morale éclairante. Alors, voilà à peu près la présentation des traits de l'écriture rambardienne. Je voudrais ajouter 2 points à retenir. Il y a entre alinéa 1 et 6, deux alinéas les plus développés, tout un vocabulaire commun, mais utilisé sous aspects différents. Les étonnantes révolutions de l'amour dont rêve le prince ont leur écho dans la promesse d'un amour multiple et complexe de génie, leur désir et de la satisfaction essentielle dans la santé essentielle, et la beauté, comme l'ensemble des belles femmes, dans la beauté ineffable, inavouable même de génie. Mais si ces expressions sont conceptuelles et abstraites dans l'alinéa 1, elles sont incarnées et concrètes dans l'alinéa 6. D'ailleurs, les femmes assassinées réapparaissent alors que le génie apparaît une seule fois. Dans le corpus poétique rambardien, il y a 3 occurrences du mot génie, au singulier avec majuscule. D'abord, dans un poème régulier, Les Sœurs de Charité, le jeune homme dont l'œil est brillant, la peau brune, le beau corps de 20 ans qui devrait aller nu, que le front cerclé de cuivre, sur la lune adorée dans la Perse, un génie inconnu. Puis, dans une pièce d'illumination, dans Génie, il s'en ira pas, il ne redescendra pas dans le ciel, il n'accomplira pas la rédemption des colères et de femmes et des gaietés des hommes, de tous péchés, car c'est fait lui étant aimé. Voilà, on voit l'habitude dans le génie de conte, comme dans celui mentionné dans Les Sœurs de Charité, le profil oriental tel qu'on le rencontre dans les 1001 nuits, alors que les ardentes incantations d'un génie sont imprégnées d'une forte résonance messianique
même s'il s'agit d'une réécriture subversive de la figure christique. Ben, ça, c'est l'interprétation générale. Mais si on opte pour l'interprétation allégorique de Comte, le génie comme l'autre moi du prince, les deux occurrences dans les Illuminations, dans Comte et génie, montrent une forte affinité entre elles. L'essentiel est que, dans les deux cas, le génie incarne non pas un être surnaturel, mais une valeur transcendante. Mais bien, ni une valeur transcendante, mais bien la révélation d'une capacité en puissance immanente à l'être humain. À cette différence près, pourtant, que le génie apparaît une seule fois dans Comte, tandis que génie, dans le poème intitulé Génie, souligne son retour possible, sa récurrence et sa nécessité, et la nécessité pour l'humanité d'être toujours prête à l'accueillir, pour le suivre. Et le génie du poème Génie est qualifié aussi d'éternité. Et le poème L'éternité, le célèbre poème L'éternité, il est retrouvé quoi l'éternité? C'est la mer aller avec le soleil. Aussi, il dit la récurrence de l'éternité. Et l'éternité disparaît à un moment donné, mais revient. Et il y a, à mon impression, il y a quelques liens entre le génie qui revient, qui peut revenir, et l'éternité qui peut revenir. Mais là, je ne sais pas. Pour le moment, je ne peux pas vous expliquer ces liens. Alors, en guise de conclusion, je voudrais attirer encore une fois votre attention sur ce qui sépare les deux contes que nous venons de lire. Bien qu'ils traitent l'un et l'autre un thème regardant la vie et la mort, le conte baudelairien est marqué par une inclination artistique, alors que la problématique du conte rambardien se situe sur un plan plus abstrait, plus métaphysique. Le narrateur baudelairien est bienveillant et accompagne la curiosité et la perplexité du lecteur ou de l'auditeur, tandis que le narrateur rambardien est avare de mots, enclin au laconisme et au silence. Il sait que la meilleure façon de raviver la curiosité du lecteur consiste à se limiter au moins de mots possible. Sa tonalité est impétueuse, sa stratégie inébranlable, sa performance se déroule sur une corde aléatoire tendue entre le mystère et la mystification. Voilà, la prochaine fois, ce sera mon dernier cours et je voudrais parler du thème de l'enfance chez les deux poètes. Je vous remercie de votre attention.